Un plongeur scrute dans la pénombre de la mer du Nord. Son partenaire devrait être en sécurité à l'intérieur de la cloche, mais son corps flotte dans l'écoutille. 2 ans plus tôt, sur une autre plateforme, 2 hommes sont allongés dans une chambre scellée alors que la chaleur dépasse les 120 degrés Celsius. Le superviseur pompe plus d'hélium en pensant qu'il les sauve. En réalité, chaque tour de la vanne est en train de les tuer. De ces 2 incidents, l'un à bord du Varga 2 en 1975, l'autre sur le Venture 1 en 1977, naissent des histoires qui révèlent pour le danger auquel les plongeurs sont confrontés en travaillant aux limites de l'endurance humaine dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre, la mer du Nord. La plongée a longtemps été utilisée pour soutenir le travail sous la mer, mais plus un plongeur descend en profondeur, plus les risques sont grands. En profondeur, les gaz se dissolvent dans votre corps sous pression. Remonter trop vite force ces gaz à former des bulles pouvant déchirer tissus et articulations, causant la maladie de décompression ou le mal de décompression. Les conséquences peuvent être invalidantes, voire mortelles. Pour éviter cela, les plongeurs remontent par paliers en s'arrêtant pour permettre à leur corps de s'adapter. Le travail sur les plateformes pétrolières en mer est impitoyable. Chaque jour passé sur une plateforme coûte cher et dans certains cas, la décompression peut prendre plusieurs jours, voire jusqu'à une semaine. Pour accélérer les projets, une nouvelle méthode a vu le jour dans les années 1960, la plongée en saturation. Les plongeurs vivent plusieurs semaines dans une chambre pressurisée à la profondeur de travail, sans remonter à la surface après chaque poste. De là, ils passent dans un scaphandre, descendent jusqu'au fond marin et reviennent après chaque tâche sans changer de pression. Ce n'est qu'une fois la rotation terminée qu'ils décompressent lentement pendant plusieurs jours. Cette méthode a rendu possible les immenses exploits d'ingénierie exigés en mer du Nord. Les plateformes semi-submersibles pouvaient opérer dans des zones isolées du bassin des Shetland et permettre aux plongeurs de rester en profondeur assez longtemps pour réaliser les tâches complexes de l'exploration pétrolière. C'est un travail coûteux et éprouvant, mais le pétrole et le gaz sous le fond marin promettent des fortunes. L'une des entreprises à l'avant-garde de cette industrie était Oceaneering International. Fondée en 1964, elle se spécialisait dans l'ingénierie sous-marine, la plongée et les véhicules télécommandés. Ces plongeurs étaient des pionniers, mais leur vie dépendait souvent de systèmes fragiles, de superviseurs vigilants et de cartes. En septembre 1975, le Varga 2 est au-dessus du champ pétrolifère de Bruce, à 340 km au nord-est d'Aberdeen. Sous la surface se trouve un ensemble de dispositifs anti-éruption qui maintient la pression du puits sous contrôle, mais quelque chose est emmêlé dans sa structure. L'ordre est donné d'envoyer des plongeurs pour une inspection. Roger Baldwin et Peter Holmes sont les hommes choisis. Baldwin n'a que 24 ans. Il a débuté comme plongeur de bord dans la Royal Navy. En 1970, s'est formé comme démineur et a servi sur le His Majesty's Ship Reclaim. Plus tôt cette année-là, il a rejoint Oceaneering International en tant que stagiaire et est rapidement devenu plongeur en saturation. Holmes est plus âgé, a 29 ans, également issu d'un milieu militaire, ayant servi 9 ans dans les Royal Marines. Il n'avait lui aussi que quelques mois d'expérience en plongée commerciale. Mais comme Baldwin, il avait la discipline et l'expérience d'un plongeur militaire. On les jugeait aptes à affronter les rudes conditions de la mer du Nord. Le 9 septembre à 14h10, Baldwin et Holmes montent dans la cloche de plongée. À 14h25, elle se pose sur le fond marin à 103 mètres SPO. Les plongeurs quittent la cloche et découvrent une corde serrée autour de l'articulation du dispositif anti-éruption. Ils coupent la corde puis reviennent à la cloche. L'opération semble réussie, mais une seconde plongée est ordonnée plus tard dans la soirée. À 19h10, la cloche redescend, cette fois à 96 mètres, puis plus profondément à 112 mètres. Il coupe d'autres lignes emmêlées avant d'être rappelé. Il scelle l'écoutille de la cloche, elle est pressurisée et hissée à la surface. À 21h05, elle atteint la ligne de flottaison, prête à transférer les plongeurs en pression dans les chambres de vie. Le transfert, appelé TUP, nécessite un alignement précis des vannes, des écoutilles et des manomètres. Les hommes sont épuisés mais en sécurité, puis une bride fuit. Elle laisse nettoyer, refermer et la cloche est enfin connectée. Les plongeurs passent dans le sas d'entrée. L'équipe de soutien en surface voit la pression chuter dans le caisson. On demande aux plongeurs de passer dans le caisson 1. Ils referment la trappe,
Pour Baldwin et Holmes, cela est censé être une routine, un retour dans les quartiers pressurisés où ils se reposent avant leur prochain quart. Mais dans la cabine de contrôle de plongée, une confusion autour d'un manomètre va provoquer l'un des accidents les plus troublants de la plongée en mer du Nord. À l'intérieur de la chambre, un Baldwin et Holmes s'appuient contre l'écoutille comme on leur a demandé, ce qui aide à maintenir l'étanchéité. Sur les manomètres, le superviseur croit qu'il surveille toujours la pression dans la chambre 1. En réalité, il a par erreur relié le manomètre à une autre chambre. La pression qu'il voit chuter n'est pas celle de leur compartiment, mais d'un tout autre espace. Il réagit comme il a été formé à le faire. Il ouvre des vannes et pompe de l'hélium pour compenser la perte de pression apparente. Pour lui, il semble que les hommes soient en danger de décompression. En réalité, c'est le contraire qui se produit. La chambre 1 où se trouvent Baldwin et Holmes est hermétiquement scellée. Chaque respiration emplit leurs poumons d'un mélange de plus en plus riche en hélium. À mesure que la pression augmente, la température s'élève rapidement. Le compartiment passe de l'humidité lourde de la plongée sous saturation normale à la chaleur insupportable d'un four. En minutes, la température passe de 32 à près de 50 degrés Celsius. Les hommes retirent un peu les matelas de leurs couchettes et s'allongent sur l'acier nu, désespérés de refroidir leur corps contre le métal. Ils tentent d'ouvrir les coutilles en tirant sur les soupapes d'égalisation, mais la pression reste trop forte. L'air qu'ils respirent contient 3,6%, d'oxygène 3,2%, à un compte d'azote et des traces de dioxyde de carbone. Le reste est de l'hélium. Leurs corps sont comprimés à un rythme qu'aucun plongeur ne peut supporter. C'est l'équivalent de plonger de 94 mètres à 200 mètres en seulement quelques minutes. Dans la cabine de contrôle, le superviseur pense toujours les sauver. Il entend leurs plaintes concernant la chaleur, mais il les interprète à tort comme des signes de la fuite qu'il pense combattre. Il continue de pomper du gaz. À ce moment-là, le sort de Baldwin et Holmes est déjà scellé. Des heures passent sans aucune clarté. À l'intérieur de la chambre scellée, Baldwin et Holmes succombent à l'hypothermie. Leurs corps, épuisés, s'éteignent dans le silence. À l'extérieur de la chambre, l'équipe comprend ce qui s'est passé. Mais il est trop tard. L'erreur concernant les jauges devient évidente. L'horreur de la faute se répand rapidement sur la plateforme. À 21h35, l'équipe en mer contacte les superviseurs à terre pour signaler un incident majeur. Un plan de sauvetage commence à se dessiner, mais il y a peu d'espoir. À 0h10, un autre plongeur est préparé et envoyé dans le système. La décompression égalise la pression pour qu'il entre dans la chambre. À 1h15, il atteint le compartiment où se trouvent Baldwin et Holmes. Ils trouvent leurs corps immobiles à l'intérieur, raidis par la chaleur et la pression. Ils vérifient leur pouls et tentent la respiration artificielle, sans succès. Le plongeur sauveteur quitte la chambre pour attendre dans une autre chambre de décompression. Des hélicoptères commencent à arriver sur la plateforme. À 02h25, un médecin arrive d'Aberdeen, rejoint par des représentants d'Oceaneering International. La décompression du plongeur sauveteur commence à 02h50. 12 heures plus tard, à 14h03, d'autres membres du personnel, dont un photographe et des officiers de la police de Grampian, arrivent. À 19h27, un hélicoptère décolle du Varga 2 transportant les corps de Roger Baldwin et Peter Holmes vers la côte. Les conséquences de la catastrophe du Varga 2 ont provoqué une onde de choc dans l'industrie. Des enquêtes ont été lancées immédiatement, impliquant Oceaneering International, les autorités gouvernementales et des spécialistes indépendants. Ils ont examiné les réserves de gaz, testé des échantillons et confirmé que l'hélium était pur et conforme aux spécifications. Ils ont étudié le système de plongée lui-même et ont rapidement identifié sa plus grande faiblesse, trop d'interventions manuelles. Le panneau de plongée était complexe, encombré et sujet aux erreurs humaines. Les jauges devaient être alignées manuellement, les vannes actionnées et les pressions interprétées à l'œil nu. Une simple erreur, comme confondre la chambre de la jauge de pression, pouvait causer une catastrophe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un manomètre dédié en chambre 1 aurait donné la bonne lecture et sauvé deux vies. L'enquête a interrogé superviseurs, responsables sécurité et représentants de l'entreprise. Le responsable de la sécurité d'Oceaneering International a admis que la composition du panneau et la façon dont il était utilisé étaient des facteurs contributifs.
Certains ont aussi affirmé que le système était régulièrement utilisé ainsi, exposant chaque opération au même risque de défaillance. Pour les familles C. Baldwin et Holmes, les conclusions n'effacèrent pas ce qui s'était passé. Les deux hommes, jeunes plongeurs expérimentés au passé militaire, ont été tués non par la mer, mais par un système mal conçu censé les protéger. Dans le monde de la plongée en saturation, la marge d'erreur est extrêmement mince. 2 ans après, une autre équipe de plongeurs a vécu sa tragédie. Lorsque la cloche s'est remontée, un homme s'est resté à l'extérieur, alors qu'il aurait dû être en sécurité à l'intérieur de la cloche de plongée scellée. Alors qu'une équipe de plongée se prépare à travailler dans les confins de la mer du Nord, le semi-submersible Venture 1 quitte Mathiel à Fif le 4 mai 1977 en direction du bloc 21122, un emplacement situé à environ 120 miles au nord-est de Sumburgh, dans les îles Shetland. La plateforme arrive sur le site dans la nuit du 9 mai. Une structure sur le fond marin est déjà prête à se connecter au dispositif anti-éruption. L'installation du dispositif anti-éruption est l'étape suivante pour sécuriser le puits. Le dispositif anti-éruption, Blowout Preventer, est un appareil massif de vannes et vérins pouvant sceller un puits en cas de surgissement inattendu de gaz ou de fluide. C'est la protection essentielle contre une éruption, le cauchemar de chaque équipe en mer. L'ensemble Blowout Preventer possède 4 guides et une structure de soutien, attendant que les plongeurs terminent l'opération de descente. L'équipe de plongée compte 2 hommes, Craig Michael Hoffman, 22 ans américain du Delaware, et David Wayne Hammond, 30 ans de Monarchy près de Dundee en Écosse. Hoffman a travaillé aux États-Unis sur des chantiers de construction et des missions de plongée en génie civil avant de venir en mer du Nord. Bien qu'il soit compétent, il reste jeune et en formation. Hammond est plus expérimenté avec 9 ans de plongée derrière lui, dont 3 dans les champs pétrolifères offshore. Leur première tâche est une simple inspection du site. Ils descendent dans la cloche, confirment l'état de la structure et font un rapport au superviseur. Les guides sont encombrés de filles et de câbles qui empêcheront le Blowout Preventer de s'installer correctement. Il faut envoyer des plongeurs pour les libérer. Hoffman et Hammond reçoivent des lames de scie pour couper les fils, chacun faisant presque 3,8 pouces d'épaisseur. C'est un travail difficile et épuisant pour tous, et avec la pression de l'océan et la saturation du corps des plongeurs, il devient exténuant. Mais c'est nécessaire pour que l'installation puisse avancer. Le 10 mai au matin, les plongeurs Craig Hoffman et David Hammond sont déployés depuis le caisson de plongée pour couper les câbles, obstruant le cadre du dispositif anti-éruption. Craig Hoffman, 22 ans, est le premier à descendre par le conduit du caisson, le tunnel menant à l'eau froide. Il travaille 35 minutes avant de revenir dans le caisson. David Hammond sort ensuite pour continuer la tâche. Peu après, la communication entre le caisson et la surface devient intermittente, puis se coupe parfois totalement. David Hammond est rappelé dans le caisson et lorsqu'il essaie de remonter à l'intérieur, il trouve John Hoffman coincé la tête en bas dans le conduit du caisson. David Hammond essaie de le secouer pour le réveiller, mais John Hoffman ne répond pas. La position de John Hoffman empêche David Hammond de remonter dans le caisson. Il retire ses palmes et tente de se faufiler, mais l'espace confiné, bloqué par le corps de John Hoffman, ne permet aucune manœuvre. On dit à David Hammond de tirer John Hoffman vers le bas dans l'eau et de le sécuriser à l'extérieur du caisson. Il attache le corps à la structure métallique sous l'eau et remonte dans le caisson. Il confirme à l'équipe en surface que l'écoutille est fermée. Une fois scellé, le caisson est lentement remonté. Les enquêteurs ont ensuite examiné l'équipement, les échantillons de gaz et les matériaux absorbants utilisés pendant la plongée. Tous ont été testés dans des paramètres sûrs et aucune défaillance n'a été identifiée dans les systèmes du caisson. Les dossiers médicaux indiquent qu'Hoffman était apte à plonger en 1976, mais son certificat n'était plus valide lors de la plongée. L'autopsie a conclu que Hoffman s'est noyé après s'être évanoui et être tombé la tête la première dans la gaine ouverte sans son masque. La cause de la perte de connaissance a été attribuée à une syncope, c'est-à-dire un évanouissement soudain, sans aucun signe de maladie, de rotrotard ontement, fornalis, de blessure ou de danger environnemental contributif. L'enquête a déterminé que le décès était le résultat d'un accident humain plutôt que d'une erreur technique ou de supervision. 2 accidents, 3 vies perdues.
Sur Varga 2, une erreur de lecture d'un cadran a changé une mesure de sécurité en piège mortel. Sur Venture, un s'évanouir au mauvais endroit a mis fin à une carrière qui ne faisait que commencer.